Bonjour à tous. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Jeffrey Sachs pour discuter de la redéfinition de America First ainsi que de l'avenir des BRICS. Donc oui, bienvenue à nouveau dans l'émission. Ravi de vous retrouver, Glenn. Ainsi, la domination économique du monde occidental décline depuis de nombreuses années et il semble qu'elle soit déjà arrivée à son terme, ce qui signifie que les États-Unis pourraient emprunter deux voies différentes. La première consisterait pour les États-Unis à réduire leur empire et, je suppose, à faciliter l'émergence d'un système multipolaire dans lequel les États-Unis seraient l'un, sinon le premier, parmi des égaux. Cela semblait envisageable sous la plateforme America First de Trump. L'autre option serait que les États-Unis affrontent tous les autres pôles de pouvoir afin de restaurer leur hégémonie. Cependant, un système multipolaire se développerait probablement en opposition aux États-Unis. Il semble que Trump ait, même si ce n'était pas toujours son intention, basculé vers la seconde option, puisqu'il s'approprie désormais pleinement la guerre contre la Russie. Bien sûr, il attaque l'Iran et encourage maintenant aussi les alliés à se préparer à la guerre, ou du moins à s'engager dans une guerre contre la Chine. Comment percevez-vous l'évolution de l'America First? Était-ce voué à l'échec dès le départ ou s'agissait-il toujours d'une tromperie? Quelle est votre interprétation? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de clarifier un point essentiel. L'Occident n'est pas en déclin. Le reste du monde est en train de rattraper son retard. D'un point de vue historique, le développement économique moderne, c'est-à-dire la révolution industrielle, l'ère industrielle du 19e siècle, puis l'ère de l'électricité, l'ère de l'automobile, et aujourd'hui l'ère de l'information et du numérique, a d'abord été mené par l'Atlantique Nord, ce que nous appelons l'Occident. La Grande-Bretagne a été le premier pays industrialisé. C'est en Grande-Bretagne que la machine à vapeur a permis l'industrialisation. C'est au 19e siècle que l'écart entre l'Occident, ainsi nommé, et le reste du monde s'est considérablement creusé, en partie grâce aux avancées technologiques, à l'alphabétisation et à la science dans le monde occidental, ainsi qu'à la domination impériale qui s'est étendue sur une grande partie de l'Asie et à la fin du 19e siècle sur toute l'Afrique. And by the end of the 19th century, all of Africa. So the West widened its lead, both. Ainsi, l'Occident a creusé son avance, à la fois grâce à ses progrès économiques et technologiques, mais aussi à travers l'ère brutale du haut impérialisme européen au XIXe siècle et en réalité jusqu'au milieu du XXe siècle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'était pratiquement autodétruite lors de deux guerres civiles au cours de la première moitié du XXe siècle. Cela a ouvert la voie à l'indépendance politique des régions colonisées du monde. Cela s'est produit, bien sûr, à la fin des années 1940 et dans les années 1950, puis s'est étendu jusque dans les années 1970 et dans certains cas les années 1980. Selon que les puissances européennes ont mené des guerres pour tenter de conserver leurs colonies ou les ont laissées partir par épuisement à cause de la guerre ou pour d'autres raisons. Mais quoi qu'il en soit, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les pays sont devenus indépendants pour la première fois, souvent depuis plus de 100 ans. Et qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à rattraper leur retard. La première chose qu'ils ont faite a été de s'engager dans l'éducation, ce que les puissances impériales européennes n'offraient pas à la plupart de leurs sujets. Certainement pas avec une qualité qui aurait permis à leurs colonies d'atteindre un développement économique. J'évoque tout cela parce que ce qui s'est produit est un processus normal, où l'Asie, puis l'Afrique et d'autres parties du monde non occidental atteignent le développement économique en élevant le niveau d'éducation, l'élément le plus fondamental du développement économique, en construisant des infrastructures, et dans de nombreux cas, la Chine étant bien sûr l'exemple le plus notable au monde, en passant du rattrapage à l'innovation
en devenant de grands innovateurs de nouvelles technologies par leurs propres moyens. C'est donc un processus normal, c'est un processus sain, c'est un bon processus. Cela rend le monde occidental fou, surtout avec notre gouvernement farfelu aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le monde occidental en est venu à croire en sa supériorité au fil des siècles. Quand on est en avance, on dit « je suis en avance parce que je suis meilleur ». Je suis en avance grâce au Dieu en lequel je crois. Je suis en avance à cause d'une sorte de supériorité intrinsèque. Beaucoup de suprématie blanche, beaucoup de suprématie religieuse. Toutes sortes de raisons ont été avancées au cours des 250 dernières années par les Européens et les Américains pour expliquer pourquoi ils dirigent naturellement le monde. Nous arrivons donc à la fin de ce monde dirigé par l'Occident. Et pour dire la vérité, il n'y a pas que les États-Unis qui sont fous. L'Europe l'est aussi. Ils ne veulent pas renoncer à ces avantages parce qu'ils en sont venus à croire, pour de nombreuses raisons, certaines absolument vulgaires, d'autres fondées sur des idées erronées, d'autres encore sur des sophismes sophistiqués. Par exemple, la croyance que Max Weber a proposée, que c'est le protestantisme qui serait la clé du succès économique, de sorte que même les régions catholiques du sud de l'Europe ne pourraient pas rattraper leur retard. Toutes ces raisons ont conduit à un état d'esprit qui, selon moi, est encore très présent en Europe et aux États-Unis, un air de supériorité, la conviction que, comment les Russes osent-ils nous menacer? Ils ne sont pas vraiment comme nous, ils ne sont pas vraiment l'Europe. Et la Chine, mon Dieu, l'antipathie profonde envers la Chine me choque. Je crois au fond qu'il s'agit essentiellement de racisme, car c'est une opinion largement répandue. C'est considéré comme acquis aux États-Unis, surtout au sein de la classe politique, bien sûr. Mais cela fait partie de notre histoire profondément ancrée. Dès les années 1880, il existait déjà des lois anti-chinoises sur la migration chinoise. Le racisme et l'antipathie sont présents depuis longtemps. Et maintenant que la Chine est réellement un rival, en tant qu'innovateur mondial, ayant largement dépassé les États-Unis en production industrielle, et étant le producteur à bas coût de la plupart des biens dont le monde a réellement besoin, qu'il s'agisse d'énergie zéro carbone, de nouveaux véhicules électriques ou de technologies numériques 5G, la Chine fait preuve d'une remarquable habileté, compétitivité et innovation. Et cela rend littéralement la classe politique américaine folle. Comment ose-t-il? Quelle insulte à la domination occidentale. À mon avis, votre question relève presque de la psychologie. Elle n'est pas fondée sur des faits réels concernant la sécurité ou les menaces, mais plutôt sur une question d'attitude. Et si vous me demandez ce que signifie America First, cela veut dire l'Amérique d'abord et dominante. Et ce que Trump révèle chaque jour, d'ailleurs de façon de plus en plus grossière et dangereuse, c'est sa conviction qu'il peut publier quelque chose sur Truth Social et que le monde doit y réagir, qu'il peut donner des ordres à Poutine, à Xi Jinping, à Lula ou aux BRICS, et que tout le monde va s'aligner. C'est ce qu'il pense vraiment. À un niveau personnel, c'est plutôt grossier, mais c'est un peu dans l'air à Washington. Oh oui, multipolaire, Marco Rubio dit ce genre de choses de temps en temps dans ses discours, mais en réalité, l'Amérique va dire au monde quoi faire. Et ce qui pose problème en ce moment, c'est que le reste du monde ne va pas suivre la ligne des États-Unis. Et nous avons un président qui n'est plus sous le contrôle de la loi aux États-Unis. Il publie simplement des décrets exécutifs. Il donne des ordres tous les jours. La Cour suprême a essentiellement dit « Nous n'allons pas l'arrêter ». Le Congrès a dit « Nous sommes pathétiques. Nous n'avons rien à voir avec ça ». Nous avons donc une personne presque octogénaire
qui se fait des illusions sur la puissance américaine et qui donne des ordres au monde entier chaque jour. Les ordres changent d'heure en heure. Le reste du monde, certains essayent de dire « Oui, s'il vous plaît, nous vous aimons, nous vous respectons, nous vous honorons ». Mais en réalité, une grande partie du monde suit la ligne du président Lula. Même si le président Lula est à peu près le seul à avoir le cran de le dire. Il a déclaré la semaine dernière « Nous ne voulons pas d'empereur. Point ». Et il le pensait vraiment. Et lorsque les États-Unis, enfin pas les États-Unis, mais Donald Trump, ont répondu en disant « D'accord, le Brésil aura 50% de droits de douane », le président Lula a répondu « Très bien, nous avons une loi de réciprocité ». Nous ripostons, nous ne voulons pas d'un empereur. Voilà où nous en sommes cette semaine. C'est plutôt choquant, c'est assez incroyable. Ce n'est pas « vivons dans un monde multipolaire, faisons la paix, faisons des affaires, entendons-nous ». C'est plus dangereux que cela en ce moment. Il s'agit d'un dirigeant erratique qui n'a aucun contrôle institutionnel, qui incarne et aggrave cette illusion occidentale de domination sur le reste du monde, une chose qui appartient au passé. C'est déjà dépassé. C'est déjà une anachronie. Cela a été vrai d'ailleurs pendant 200 ou 250 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce conflit entre la perception et la réalité est très dangereux. Oui, non. Ton analyse est vraiment très juste. Et oui, le terme déclin relatif aurait été plus approprié, c'est-à-dire à mesure que le reste du monde rattrape l'Occident. Et il semble aussi que c'est là que se situe une grande partie de l'antagonisme. Ce n'est pas que les Russes, les Chinois ou les Iraniens représentent une menace. C'est plutôt une menace pour l'hégémon. C'est-à-dire que la Russie, il n'est pas absurde de dire qu'elle devrait avoir une place à la table en Europe. La Chine, évidemment, ne peut pas être brisée simplement parce qu'elle croît trop vite. Et aussi, l'Iran mérite un rôle au Moyen-Orient. Mais vous avez mentionné Lula, et c'est un cas intéressant. Apparemment un exemple de l'effondrement du langage cursif américain, comme vous le suggérez. Le fait qu'il se retourne simplement. Mais cela se passe, bien sûr, dans le contexte du sommet des BRICS, où Trump a également publié un message sur Truth Social, ou peu importe comment cela s'appelle, dans lequel il affirmait que les politiques des BRICS étaient anti-américaines. Et le même jour, il a aussi signé et envoyé toutes ces lettres de tarifs douaniers. Je ne suis pas sûr que cela doive symboliser quelque chose, que ce soit arrivé le même jour. Mais dans quelle mesure les États-Unis sont-ils capables de ralentir les BRICS? Ou bien s'agit-il seulement d'une initiative contre-productive, menaçant les pays pour qu'ils abandonnent les BRICS? Les auditeurs devraient aller en ligne et taper « Déclaration des BRICS, Rio de Janeiro » pour obtenir le texte réel de ce qu'ont dit les pays des BRICS. C'est une lecture intéressante, un peu lourde, comme le sont souvent ces documents multilatéraux. Mais, par exemple, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que les États-Unis soient mentionnés une seule fois. Il n'y a aucun aspect du document qui soit anti-américain. Ce qui est mentionné à plusieurs reprises, c'est l'Organisation des Nations Unies, le droit international, le multilatéralisme, un ordre fondé sur des règles, non pas selon les règles de Donald Trump, mais selon celles de l'Organisation mondiale du commerce, de la Charte des Nations Unies, de l'Assemblée générale de l'ONU ou du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela est répété à plusieurs reprises. Les BRICS adhèrent aux processus multilatéraux. Qualifier cela d'anti-américain revient simplement à constater que ce sont les États-Unis qui se sont retirés du multilatéralisme. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis ne payent pas leur contribution aux Nations unies. Les États-Unis ont déclaré « Nous nous opposons aux objectifs de développement durable ». Selon une expression anglaise,
C'est comme s'opposer à la maternité et à la tarte aux pommes. Nous sommes opposés au développement durable, à l'éradication de la pauvreté, à la lutte contre le changement climatique. Et quand je dis opposé, je veux dire que le gouvernement américain vote contre les résolutions de l'ONU qui appellent à la réalisation des objectifs de développement durable, car comme le disent les porte-paroles américains à l'ONU, cela ne va pas dans l'intérêt de l'Amérique. Donc, lorsque les BRICS prennent position sur le système international, oui, Donald Trump dit « Oh, c'est anti-américain » parce que les États-Unis s'absentent eux-mêmes du système multilatéral. Je dois le répéter encore et encore, car nous utilisons ces termes comme des raccourcis. Quand je dis les États-Unis, j'entends presque littéralement ces temps-ci Donald Trump, une seule personne, parce que le Congrès ne dit pas un mot. C'est pathétique. Comme je l'ai dit, la Cour suprême dit en gros, eh bien, le président peut faire ce qu'il veut. Et le public américain n'a son mot à dire sur rien. Le public américain soutient les Nations Unies, comme toujours. Un sondage d'opinion après l'autre l'a démontré depuis des décennies. Donc, nous utilisons des raccourcis pour parler des pays, mais ce que nous voulons dire, ce sont les gouvernements. Dans la plupart des cas, les gouvernements sont institutionnalisés. Aux États-Unis, bien sûr, il existe un gouvernement institutionnalisé. C'est l'État profond. C'est le complexe militaro-industriel qui dirige réellement le gouvernement américain. Et cela se personnifie dans un président qui ne gouverne pas par la loi ou par la législation, mais plutôt par décret exécutif. C'est encore plus vrai que dans à peu près n'importe quel pays dit autoritaire dans le monde que je connaisse, où, dans la plupart des pays, il existe au moins un conseil dirigeant ou une sorte de groupe de gouverneurs des provinces ou une institution similaire. Mais aux États-Unis, c'est actuellement une seule personne qui décide. 50% de droits de douane pour le Brésil, 30% de droits de douane sur ceci, on taxe ceci ou cela. Tout le système fiscal international des États-Unis est déterminé par une seule personne, annoncée sur les réseaux sociaux. C'est extraordinaire ce qui se passe. Extraordinary what's happening. Encore une fois, ce n'est pas seulement une préoccupation pour ses électeurs nationaux ou sa base, mais aussi pour les dirigeants étrangers. Beaucoup de gens espéraient en fait pouvoir conclure un accord avec Trump en se basant sur sa rhétorique. Mais le dernier exemple en date d'un revirement apparent de Trump concerne la Russie. Il a désormais déclaré que Poutine n'est finalement pas un homme bien parce qu'il n'a pas mis fin à la guerre ni accepté un cessez-le-feu. Ce qui est étrange, car au début de sa présidence, il semblait reconnaître la nécessité d'un règlement politique incluant la neutralité de l'Ukraine. Mais cela semble avoir été abandonné, et maintenant, Poutine est de nouveau un méchant. Il semble que Trump va revenir aux politiques de Biden, qui approuve désormais l'envoi d'armes. Qu'en pensez-vous? Est-ce simplement Trump qui revient aux politiques de Biden, ou voyez-vous cela comme une tactique de négociation? Comment interprétez-vous cela? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une tactique. Je crois que c'est un exemple très grave et très dangereux de ce que nous vivons actuellement. Tout d'abord, pendant un bref instant, Trump a plus ou moins déclaré, en privé ou par l'intermédiaire de certains conseillers dans de courtes déclarations, oui, l'élargissement de l'OTAN était une mauvaise idée et c'était une provocation qui a mené à cette guerre. Cela a donné à beaucoup d'entre nous, à toi, à moi et à d'autres, l'espoir que d'accord, nous abordons enfin la véritable question, à savoir que cette guerre peut être arrêtée par un règlement politique clair dans lequel les États-Unis et les alliés de l'OTAN déclarent que l'OTAN ne s'élargira pas à l'Ukraine, à la Géorgie, ni à d'autres pays aux frontières de la Russie. Tout cela remonterait au plan des années 90 visant à encercler la Russie par la force militaire et à faire de la Russie une puissance de troisième ordre.
C'était le plan. Et en fait, Zbigniew Brzezinski l'a exposé en 1987 dans son livre Le Grand Échiquier. Et il y a un chapitre où il explique que selon lui, en 1987, la Russie ne pourrait rien faire d'autre qu'accepter cela. C'est de cette arrogance dont je parlais plus tôt. Donc Trump a laissé entendre, et apparemment ses négociateurs ont dit aux Russes, « Oui, nous comprenons. Nous voulons parvenir à un règlement politique. » L'État profond américain, c'est-à-dire la CIA, les agences de renseignement, les commissions des services armés du Congrès, les fabricants d'armes, etc., a explosé. Comment pouvez-vous accepter cela? C'est une faiblesse, et ainsi de suite. Les Européens, Starmer et Macron, puis c'était Scholz à l'époque, puis Merz, ont tous dit « Non, vous ne pouvez pas faire cela. » Nous continuons le combat. Nous continuons le combat. Et Rutte, Mark Rutte, qui est maintenant le secrétaire général de l'OTAN, qui se comporte de manière incroyablement puérile, d'abord en appelant Trump « papa », mais aussi en déclarant lors du récent sommet de l'OTAN que l'Ukraine fera inévitablement partie de l'OTAN. Ce message qui représentait une lueur d'espoir pour la rationalité, pour trouver une voie vers la coexistence pacifique, pour reprendre une vieille expression, mais qui signifie simplement rester en vie, a disparu. Et ce qui l'a remplacé, c'est cette exigence typique. Arrêtez de vous battre, cessez le feu, on ne parle pas de politique, l'OTAN ira inévitablement en Ukraine, dit Mark Rutte, et les États-Unis ne font rien pour dire « Non, non, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas dire cela. » Bien au contraire, le président Trump accueille le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, à la Maison-Blanche. Tout est idyllique. Il n'y a donc plus de politique, seulement des exigences. Et Trump dit arrêtez de vous battre, cessez le feu. Et Poutine répond non, nous avons dit qu'il fallait aller au fond de ces problèmes. Ah, tu es une mauvaise personne. Maintenant, nous allons envoyer des armes pour te frapper en plein cœur de la Russie. D'abord, c'est d'une immaturité et d'une imprévisibilité incroyable, à un point qu'on ne pourrait même pas imaginer. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse jouer à un jeu de lycée de cette façon. On parle de superpuissance nucléaire. C'est donc insensé, profondément dangereux, mais cela reflète aussi cet état d'esprit. Donald Trump dit « J'ai dit à Poutine quelle serait la réponse » et il n'a pas accepté. C'est un méchant. Alors Trump appelle Zelensky et lui demande « Pourrais-tu frapper Moscou ?» Apparemment, c'est ce que rapporte le Financial Times aujourd'hui. Pourrais-tu frapper Saint-Pétersbourg? Oui, oui, nous pourrions, Monsieur le Président, parce que Zelensky est aussi l'incarnation de l'irresponsabilité qui risque de tous nous mener à la Troisième Guerre mondiale si cet homme obtient ce qu'il veut. Et c'est ainsi que va le monde en ce moment. C'est très grave. Cela reflète ce mélange extraordinaire de personnalisation des affaires mondiales aux États-Unis, le projet de l'État profond qui dure depuis longtemps, et une arrogance absolument stupéfiante, et si grande que le monde occidental, ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, et d'ailleurs la Norvège qui se joint au cœur, et bien d'autres encore, agit comme si, bien sûr, nous dirigions le monde. Comment ose Poutine nous dire quoi que ce soit? Nous n'avons pas à parler de quoi que ce soit, de politique ou de règlement politique. Nous devons simplement dire que c'est un homme mauvais et continuer à nous battre. Incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable et c'est tellement dangereux. C'est ma grande crainte aujourd'hui, que non seulement les Russes, mais aussi les Iraniens et les Chinois perçoivent de plus en plus les politiques de Trump comme étant simplement trompeuses et sa diplomatie comme du simple théâtre. Et bien sûr, les Européens suivent aveuglément et blanchissent tout ce que fait Washington. Il semble qu'ils soient désormais prêts à renoncer à certains de leurs espoirs d'une solution diplomatique avec Washington. Et oui, qui se préparent à jouer dur,
ce qui n'est une bonne chose pour personne dans le monde. Not a good thing for anyone in the world. Absolutely. In this nuclear-armed world, Absolument. this whole approach Dans ce monde doté de l'arme nucléaire, cette approche est tellement irresponsable, tellement dangereuse, et si je puis me permettre, le monde occidental doit ouvrir les yeux sur la réalité. Il ne dirige pas le spectacle. Cela ne fait pas de lui un perdant. Les États-Unis disposent de toute la sécurité dont n'importe quel pays au monde pourrait rêver. En fait, les États-Unis sont intouchables dans un sens conventionnel. Le seul danger pour les États-Unis d'Amérique, le seul enjeu de sécurité pour les États-Unis d'Amérique, c'est la guerre nucléaire. Et il semble que ce soit la seule voie sur laquelle les États-Unis s'engagent actuellement, à savoir l'antagonisme le plus direct possible envers les autres grandes puissances mondiales, de la manière la plus brutale qui soit. Eh bien, Jeffrey Sachs, merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé là-bas à Pékin et que vous avez probablement une journée bien remplie devant vous. Merci donc pour... D'ailleurs, j'ai eu de nombreuses réunions partout dans le monde, et il y a beaucoup d'inquiétudes partout, une inquiétude exprimée par des personnes très responsables et des diplomates professionnels avec beaucoup d'expérience. Les gens ne trouvent pas cela amusant. Ils ne considèrent pas cela comme un jeu. Ils ne prennent pas cela à la légère. Ils trouvent la situation très dangereuse et déstabilisante. Et il vaudrait mieux que nous adoptions un comportement mature et adulte. C'est donc ce que j'espère qu'une personne en Europe puisse se manifester dans ce sens. J'espère pouvoir vous interroger sur vos expériences en Chine une fois que vous serez de retour à New York. Merveilleux. Merci encore. Nous allons faire. Ravi d'avoir parlé avec vous.